Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième partie de la lecture du Silence de la mer de Vercors. Nous avons fait connaissance donc avec les protagonistes qui sont confinés chez eux, ce grand-père et sa nièce, qui sont obligés d'accueillir un officier allemand chez eux. Et leur acte de résistance contre cet ennemi, c'est le silence et le confinement. Depuis ce jour, ce fut le nouveau mode de ces visites. Nous ne le vîmes plus que rarement en tenue. Il se changeait d'abord et frappait ensuite à notre porte. Était-ce pour nous épargner la vue de l'uniforme ennemi, ou pour nous le faire oublier, ou peut-être un peu les deux? Il frappait et entrait, sans attendre une réponse que nous ne lui faisions pas. Il le faisait avec le plus candide naturel et venait se chauffer au feu, qui était le prétexte constant de sa venue. Un prétexte dont ni lui ni nous n'étions dupes, dont il ne cherchait pas même à cacher le caractère commodément conventionnel. Il ne venait pas absolument chaque soir, mais je ne me souviens pas d'un soir où il nous quitta sans avoir parlé. Il se penchait sur le feu, et tandis qu'il offrait à la chaleur de la flamme quelques parties de lui-même, sa voix, bourdonnante, s'élevait doucement. Et ce fut tout au long de ces soirées, sur les sujets qui habitaient son cœur, que ce soit son pays, la musique ou la France. Ce fut donc à chaque fois un interminable monologue. Car pas une fois, il ne tenta d'obtenir de nous une réponse, un acquiescement ou même un regard. Non, non. Il ne parlait pas longtemps, jamais beaucoup plus longtemps que le premier soir. Il prononçait quelques phrases, parfois brisées de silence, parfois s'enchaînant avec la continuité monotone d'une prière. Quelquefois immobile contre la cheminée, comme une cariatide, quelquefois s'approchant, sans s'interrompre. Il s'approche d'un objet, d'un dessin au mur, puis il se taisait, il s'inclinait et nous souhaitait une bonne nuit. Il dit une fois, c'était dans les premiers temps de ses visites, où est la différence entre un feu de chez moi et celui-ci? Bien sûr, le bois, la flamme, la cheminée se ressemblent, mais non la lumière. Celle-ci dépend des objets qu'elle éclaire, des habitants de ce fumoir, des meubles, des murs, des livres sur les rayons. Ah, pourquoi aimais-je tant cette pièce? Dit-il pensivement. Elle n'est pas si belle. Oh, pardonnez-moi. Je veux dire, ce n'est pas une pièce de musée. Vos meubles, on ne dit pas voilà des merveilles. Non, mais cette pièce a une âme. Toute cette maison a une âme. Il était devant les rayons de la bibliothèque. Ses doigts suivaient les relures d'une caresse légère. Balzac, Barrès, Baudelaire, Beaumarchais, Boileau, Buffon, Chateaubriand, Corneille, Descartes, Fénelon, Flaubert, La Fontaine, France, Gautier, Hugo, quelle à peine, dit-il avec un rire léger, en hochant la tête. Et je n'en suis qu'à la lettre H. Ni Molière, ni Rabelais, ni Racine, ni Pascal, ni Stendhal, ni Voltaire, ni Montaigne, ni tous les autres. Il continuait de glisser lentement le long des livres, et de temps en temps il laissait échapper un imperceptible « ha ». Quand je suppose il lisait un nom auquel il ne songeait pas. Les Anglais, reprit-il, on pense aussitôt à Shakespeare. Les Italiens, Dante. L'Espagne, Cervantes. Et nous, de suite, Goethe. Après, il faut chercher. Mais si on dit « et la France ?» alors là, qui surgit à l'instant? Molière, Racine, Hugo, Voltaire, Rabelais ou quel autre? Ils se pressent, ils sont comme une foule à l'entrée d'un théâtre. On ne sait pas qui fait rentrer d'abord. Il se retourne et dit gravement « mais pour la musique, alors c'est chez nous. Bach, Haydn, Beethoven, Wagner, Mozart.
quel nom vient le premier? Et nous nous sommes fait la guerre, dit-il lentement en remuant la tête. Il revint à la cheminée et ses yeux souriants se posèrent sur le profil de ma nièce. Mais c'est la dernière. Cette guerre est la dernière. Nous ne nous battrons plus, nous nous marierons. Ses paupières se plissèrent, les dépressions sous les pommettes se marquèrent de 2 longues fossettes. Les dents blanches apparurent. Il dit gaiement « Ah oui, oui !» Un petit hochement de tête répéta l'affirmation. « Quand nous sommes entrés à Saintes, poursuivit-il avec un silence, j'étais heureux que la population nous recevait bien. J'étais très heureux. Je pensais ce sera facile. Et puis, j'ai vu que ce n'était pas cela du tout. J'ai vu que c'était de la lâcheté. » Il était devenu grave. J'ai méprisé ces gens et j'ai craint pour la France. Je pensais, est-elle vraiment devenue ainsi? Et il secoua la tête. Non, non. Je l'ai vu ensuite et maintenant je suis heureux de son visage sévère. Son regard se posa sur le mien que je détournais. Il s'attarda un peu aux divers points de la pièce, puis retourna sur le visage impitoyablement insensible qu'il avait quitté. Je suis heureux d'avoir trouvé ici un vieil homme digne et une demoiselle silencieuse. Il faudra vaincre ce silence. Il faudra vaincre le silence de la France. Cela me plaît. Il regardait ma nièce, le pur profil têtu et fermé, en silence avec une insistance grave, où flottaient encore pourtant les restes d'un sourire. Ma nièce le sentait, je la voyais légèrement rougir, un pli peu à peu s'inscrire entre ses sourcils. Ses doigts tiraient un peu trop vivement, trop sèchement sur l'aiguille, au risque de rompre le fil. « Oui, » reprit la lente voix bourdonnante, « c'est mieux ainsi, beaucoup mieux. Cela fait des unions solides, des unions où chacun gagne de la grandeur. Il y a un très joli conte pour les enfants que j'ai lu, que vous avez lu et que tout le monde a lu. Je ne sais si le titre est le même dans les 2 pays. Chez moi, il s'appelle « Das Tier und die Schöne » La belle et la bête. Pauvre belle. La bête la tient à sa merci, impuissante et prisonnière. Elle lui impose à toute heure du jour son implacable et pesante présence. La belle est fière, digne. Elle s'est faite dure. Mais la bête vaut mieux qu'elle ne semble. Oh, elle n'est pas très dégrossie, non. Elle est maladroite, brutale. Elle paraît bien rustre auprès de la belle, qui est si fine. Mais elle a du cœur, oui. Elle a une âme qui aspire à s'élever, si la belle voulait. La belle met longtemps à vouloir. Pourtant, peu à peu, elle découvre au fond des yeux du geôlier qu'elle est une lueur, un reflet où peuvent se lire la prière et l'amour. Elle sent moins la pâte pesante, moins les chaînes de sa prison. Elle cesse de haïr. Cette constance la touche. Elle tend la main. Aussitôt la bête se transforme. Le sortilège qui la maintenait dans ce pelage barbare est dissipé. C'est maintenant un chevalier très beau et très pur, délicat et cultivé, que chaque baiser de la belle part de qualités toujours rayonnantes. Leur union détermine un bonheur sublime. Leurs enfants, qui additionnent et mêlent les dons de leurs parents, sont les plus beaux que la terre ait portés. N'aimez-vous pas ce conte? Moi, je l'aime toujours. J'aime ce conte. Je le relis sans cesse et il me faisait pleurer. J'aimais surtout la bête. Parce que
je comprenais sa peine. Aujourd'hui encore, je suis ému quand j'en parle. Il se tut, respira avec force et s'inclina. Je vous souhaite une bonne nuit. Un soir, j'étais monté dans ma chambre pour y chercher du tabac. J'entendis s'élever le chant de l'harmonium. On jouait ces 8e préludes et fugues que travaillait ma nièce avant la débâcle. Le cahier était resté ouvert à cette page, jusqu'à ce soir-là. Ma nièce ne s'était pas résolue à de nouveaux exercices. Qu'elle les eût repris souleva en moi du plaisir et de l'étonnement. Quelle nécessité intérieure pouvait bien l'avoir soudain décidé? Ce n'était pas elle. Non, elle n'avait pas quitté son fauteuil ni son ouvrage. Son regard vint à la rencontre du mien, m'envoya un message que je ne déchiffrais pas. Je considérais le long buste devant l'instrument, la nuque penchée, les mains longues, fines, nerveuses, dont les doigts se déplaçaient sur les touches comme des individus autonomes. Il joua seulement le prélude, il se leva, rejoignit le feu. « Rien n'est plus grand que cela », dit-il de sa voix sourde qui ne s'éleva pas beaucoup plus haut qu'un murmure. « Grand, ce n'est pas même le mot. Hors de l'homme. Voilà, hors de sa chair. Cela nous fait comprendre, non? Deviner, non, pressentir. Voilà, pressentir ce qu'est la nature. La nature divine est inconnaissable. La nature désinvestie de l'âme humaine. Oui, c'est une musique inhumaine. Il parut dans un silence songeur explorer sa propre pensée. Il se mordillait lentement une lèvre. Bach! Ah! Il ne pouvait être calmant. Notre terre a ce caractère inhumain. Je veux dire, pas à la mesure de l'homme. Un silence. Puis, cette musique-là, je l'aime, je l'admire. Elle me comble. Elle est en moi comme la présence de Dieu, mais ce n'est pas la mienne. Je veux faire, moi, une musique à la mesure de l'homme. Celle aussi comme un chemin pour atteindre la vérité. C'est mon chemin. Je n'en pourrais suivre un autre. Cela, maintenant, je le sais. Je le sais tout à fait. Depuis que je vis ici. Il nous tourna le dos, il appuya ses mains au linteau, s'y retint par les doigts et offrit son visage à la flamme entre ses avant-bras, comme à travers les barreaux d'une grille. Sa voix se fit plus sourde et toujours plus bourdonnante. Maintenant, j'ai besoin de la France, mais je demande beaucoup, je demande qu'elle m'accueille. Ce n'est rien être chez elle comme un étranger ou un voyageur ou un conquérant. Elle ne donne rien alors, car on ne peut rien lui prendre à la France. Sa richesse, sa haute richesse, on ne peut la conquérir. Il faut la boire à son sein. Il faut qu'elle vous offre son sein dans un mouvement et un sentiment maternel. Oh, je sais bien que cela dépend de nous, mais cela dépend aussi d'elle. Il faut qu'elle accepte de comprendre notre soif et qu'elle accepte de l'étancher, qu'elle accepte de s'unir à nous. Il se redressa, sans cesser de nous tourner le dos, les doigts toujours accrochés à la pierre. « Moi, dit-il un peu plus haut, il faudra que je vive ici longtemps, oui, dans une maison pareille à celle-ci, comme le fils d'un village pareil à ce village. Il faudra
il se tut, il se tourna vers nous, sa bouche souriait, mais non ses yeux qui regardaient ma nièce. Les obstacles seront surmontés, dit-il. La sincérité, toujours, surmonte les obstacles. Je vous souhaite une bonne nuit. Et moi aussi, je vous souhaite une bonne nuit. Merci d'avoir écouté cette lecture. À bientôt.